Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Fidèles auditeurs et auditrices, chers panafricanistes, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Vous êtes dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et nous sommes à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et nous recevons pour vous le président du parti politique Front Populaire Ivoirien FPI, Pascal Affi N'Guessan, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité relatives à la Côte d'Ivoire et aussi aborder surtout le vécu quotidien au sein du FPI qui semble être en difficulté par rapport à une certaine division. En tout cas, nous allons connaître tout à l'heure les tenants et aboutissants avec notre invité. Appelez-moi Rodrigue Aego. Je rappelle que notre invité sera à disposition pour répondre à toutes les questions des auditeurs et internautes dans cette émission, réalisée donc par l'équipe de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, Sylvain Amos et tous les autres. Merci donc d'être à l'écoute de votre émission. Rapidement, nous recevons, comme je l'ai dit, Pascal Affi N'Guessan. L'homme, il est né le 1er janvier 1953 à Bois-Dicro, sous-préfecture de Bongonois, Côte d'Ivoire. C'est un homme d'État ivoirien, proche de l'ancien président. En tout cas, si on peut le dire, il était proche du président Laurent Gbagbo, ou toujours proche, on va le voir tout à l'heure. Et suite à l'arrestation de Laurent Gbagbo, au décès de Sangaré Abdourahmane, ancien vice-président et président intérimaire du FPI, et à la décision du président alors détenu à La Haye de mettre fin à l'intérim qui était en cours pour prendre lui-même la tête du parti, le FPI a connu une scission faisant de l'homme président d'un FPI entre griffes divisées. Au lendemain de l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo, dans une interview, Pascal Affi N'Guessan a parlé de la réunification du parti, un chantier qui s'annonce pénible. Monsieur le Président, Pascal Affi N'Guessan, voilà un peu notre introduction. Un mot là-dessus, mais bien avant, bonsoir à vous et merci pour votre disponibilité. Bonsoir. Je voudrais d'abord rectifier un certain nombre de choses, s'agissant notamment de cette question de la présidence du FPI. Et rappeler que je suis président du parti depuis juillet 2001. De juillet 2001 à 2010, nous n'avons pas fait de congrès à cause de la rébellion armée. Et ça a été d'ailleurs le cas de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis juillet, nous n'avons pas fait de congrès. Évidemment, ceux qui parlent de la présidence du parti par le président Laurent Gbagbo sont ceux-là même qui sont dans la dissidence. Sinon, le président Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à diriger le parti. Depuis 2001, je suis président parce que, justement, étant donné que notre constitution interdisait le cumul président de la République, président de parti, le président devait céder. Il l'a fait. Donc, de 2001 à 2010, j'étais le président du parti et Laurent Gbagbo, président de la République. En 2011, je me suis retrouvé en prison, tout comme le président Gbagbo, à la suite de la crise post-électorale des élections. Moi, j'étais en prison à Bouna, j'y suis resté 2 ans et demi, et le président Gbagbo s'est retrouvé plus tard à la CPI. Donc, c'est pendant cette période que certains camarades ont tenté de m'évincer pour prendre la direction du parti. D'abord en tentant de faire un congrès en 2012, pendant que j'étais en prison, qui a avorté parce que la grande majorité des militants ne le voulaient pas. Et quand je suis sorti de prison le 6 août 2013, en tentant de me maintenir à l'écart sous le prétexte que j'étais en liberté provisoire. Ça n'a pas marché non plus. Et donc la crise même au fond du FPI, on peut dire qu'elle a commencé depuis la crise de 2011. Et l'arrestation du président Laurent Gbagbo, mon arrestation, celle de Simone Gbagbo de Sangaré, donc des principaux dirigeants du parti. C'est cette situation qui a fait basculer le parti dans la crise. Parce que les collaborateurs du niveau secondaire qui sont montés à la tête du parti ne voulaient plus abandonner la direction. Ils voulaient conserver. Maintenant, quand ils n'ont pas pu, à ma sortie, malgré toutes les tentatives, ils n'ont pas réussi, et que nous avons décidé d'aller au congrès, c'est là que certains vont dire, si nous voulons
dégager Afi de la présidence du parti, il n'y a qu'une seule personne, c'est Laurent Gbagbo. Et que même s'il est en prison, présentons sa candidature contre Afi. Et ils vont prendre cette décision dans le village natal du président, et c'est ce qu'on appelle l'appel de Mama. C'est à ce moment, ils ont dit, nous, le congrès qui arrive, notre candidat, c'est Gbagbo. Je leur ai dit, qu'à cela ne tienne. Mais il faut que le président Gbagbo lui-même se prononce. S'il dit qu'il est candidat, j'aviserai. Mais je ne peux pas me contenter du fait que certains militants veulent Gbagbo comme président pour considérer qu'il est président. Donc, de ce jour jusqu'à aujourd'hui, le président Gbagbo n'a pas dit de sa propre bouche une seule fois qu'il est candidat ou qu'il est président du parti. Et je leur ai même dit que si le président Gbagbo veut prendre la direction du parti, il n'a pas besoin d'être candidat. C'est moi, président en exercice, c'est moi qu'il va appeler pour m'expliquer pourquoi, au stade actuel, après avoir abandonné le parti entre mes mains, et pendant 15 ans, pourquoi il est important qu'il redevienne président. C'est moi qui vais appeler. Et c'est moi qui vais vous convoquer pour vous dire, bon, voilà ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas quelqu'un assis à Abidjan ici qui va me dire, Gbagbo est président du parti, dégage, et puis je vais dégager. Or, c'est cela leur plan, depuis cette date. Donc, ils vont faire un faux dossier de candidature, puisqu'on devait aller au Congrès, et ils veulent forcément qu'on dise que Gbagbo est candidat, alors que lui-même ne l'a jamais exprimé. Donc, le président Gbagbo n'a jamais exprimé. Et même après cela, ils vont se réunir encore plus tard à Mama pour dire, bon, d'ailleurs même, à partir d'aujourd'hui, Gbagbo c'est lui le président, et que Sangaré est le président intermédiaire. C'est donc eux qui ont créé la fracture. Ce sont eux qui ont créé la fracture. Évidemment, cette situation a eu beaucoup de péripéties, parce qu'ils sont tentés par tous les moyens. Tout leur problème, c'est comment on va dégager Afi. Mais ils l'ont fait, ça n'a pas marché. Ils n'ont fait pas, ça n'a pas marché. Alors, Monsieur le Président, excusez-moi de vous couper un tout petit peu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez passé au moins pratiquement, je dirais, 10 ans à la tête du parti. Qu'est-ce que les statuts prévoient? Est-ce qu'il y a une limite pour le mandat de président à la tête d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Dans tous les cas de figure, le changement de président se fait à un congrès, convoqué par le président en exercice, qui rend compte de sa gestion. Et puis, il y a une phase élection où les candidats se présentent. Je n'ai jamais convoquer ces gens à un congrès. Est-ce que c'est fait sciemment par vous pour maintenir... Je vous ai dit que pendant 10 ans, on était tous ici, il n'y a pas eu de congrès. Et personne ne s'est plaint. De 2001... Vous ne l'avez pas convoqué? Je ne l'ai pas convoqué, mais avec la caution de tout le monde. Ce n'est pas que je m'opposais. Nous tous, nous étions d'accord que, comme il y a la crise, ce n'est pas la peine d'aller à un congrès. Donc ce n'est pas que Afi a manœuvré pour se maintenir au pouvoir. De 2011, en plus, il n'y avait pas d'enjeu, puisque c'est nous qui étions au pouvoir. C'est le président Gbagbo qui était président de la République. Donc le parti même ne considère pas un enjeu, puisque ce n'est pas au niveau du parti que les choses se décidaient. Donc à ce moment-là, le parti ne faisait pas l'objet de tiraillement. Pendant tout le temps où nous étions au pouvoir, parce que de toute façon, celui qui veut être ministre, c'est Gbagbo qui peut le rendre ministre, ce n'est pas le président du parti. Donc le parti ne faisait pas l'objet de tiraillement. C'est à partir du moment où on a perdu le pouvoir en 2011 que tout le monde va se concentrer maintenant sur le parti, parce que c'est devenu le dernier instrument entre nos mains. Pour savoir, bon, maintenant, pour la suite, celui-là dit, moi, je pense que je suis mieux placé pour prendre... Mais pour ça, il faut qu'on aille à un congrès et que ceux qui veulent prendre le parti se présentent et que les militants votent. Ils ne parlent pas de congrès. Ils vont se mettre dans un coin et puis ils disent à partir d'aujourd'hui, Afi n'est plus président. C'est pas comme ça que fonctionne un parti. Allons-y à un congrès. Ceux qui veulent être candidats, qu'ils se présentent eux-mêmes sous leur propre nom, au lieu de se cacher derrière le nom du président Gbagbo. Et puis les militants vont voter. S'ils disent qu'Afi ne fait pas l'affaire, ils vont vous voter. Mais non, quand tu leur parles de ça, ils disent non. Eux, ce qu'ils savent, ils se sont mis dans leur côté. Sans nous, sans le président du parti, et ils ont décrété qu'à partir d'aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que fonctionne un parti normal? On peut pas, moi, je ne peux pas dire que, parce qu'ils ont dit ça. Donc, voilà un peu la situation qui prévaut. Évidemment, moi, en tant que président, mon objectif, c'est de faire l'unité. Mais d'abord, pour faire l'unité, il faut résister, il faut faire échouer cette tentative de coup d'État. Et je pense que nous avons réussi à faire échouer toutes les tentatives de coup d'État et à amener ceux qui sont dans cette logique de coup d'État que ça ne peut pas prospérer. Qu'il vaut mieux que nous fassions tous preuve de sagesse pour nous rassembler
et s'il y a des ambitions, que ces ambitions-là s'exercent dans un cadre démocratique. Si on a des ambitions, donc mettons-nous ensemble. Et puis, si nous allons au Congrès, celui qui veut être candidat, il se présente. Et s'il est voté par les militants, bon, nous tous, nous rassemblons autour de lui. Mais on ne peut pas se mettre dans un coin et puis vouloir faire un coup d'État, vouloir instrumentaliser le nom de Gbagbo pour dire oui, ceux-là, ils sont disqualifiés. Et aujourd'hui, ils continuent. Certains continuent le même discours. Moi, je considère que... Mais je voudrais vraiment rassurer vos auditeurs que nous continuons de nous battre pour l'unité. Et qu'aujourd'hui, les choses avancent bien. Parce que les uns et les autres se sont rendus compte que ce ne serait pas évident de faire aboutir ce coup d'État et qu'il vaut mieux envisager, dans l'intérêt du parti, dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire, des possibilités de rapprochement pour pouvoir, parce que la contradiction principale, le problème principal en Côte d'Ivoire, ce n'est pas AFI, c'est Alassane Ouattara. Votre précision était capitale et nous osons croire que c'est ce qui motive votre annonce au lendemain de la prononciation de la libération de Laurent Gbagbo, où vous avez parlé donc de ce chantier de réunification du FPI. Oui, moi je l'ai dit, je considère que la libération du président Gbagbo met fin à tout esprit de dissidence. Parce que beaucoup s'accrochaient à la détention de Gbagbo, c'était le fonds de commerce. Le fait que le président Gbagbo était en détention et que beaucoup d'Ivoiriens étaient affligés, meurtris, ça servait à vendre l'idée que oui, AFI et ceci et cela, donc à faire d'AFI un bouc émissaire. Aujourd'hui, cette question n'existe plus. Personne ne peut s'accrocher derrière la détention du président Gbagbo pour continuer un combat interne. Donc pour moi, ça fait baisser la tension. Parce que maintenant, il s'agit de voir, maintenant que le président Gbagbo est libéré, comment nous préparons l'avenir. Dans l'hypothèse où il est totalement libre de rentrer, il faut bien qu'il trouve un parti uni. Et que ce soit dans l'unité que nous poursuivions la lutte. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il faut quand même qu'il y ait un parti uni, de manière à ce qu'il y ait l'alternance en 2020 pour mettre fin définitivement à la situation transitoire dans laquelle se trouve le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les adversaires de l'unité ont de moins en moins d'arguments. Et les partisans de l'unité sont de plus en plus forts. Et donc, je suis persuadé que les quelques camarades qui traînent encore les pieds, que des opportunités seront ouvertes dans les mois à venir pour que nous puissions nous retrouver pour aborder 2020 de façon unie. Parce que avec ce qui se passe au RHDP, le départ de M. Soro Guillaume, le départ de M. Henri Konan Bédié, toutes les conditions sont réunies pour l'alternance et pour mettre fin à la dictature de M. Ouattara. Et je ne pense pas qu'un militant du FPI puisse aujourd'hui jouer contre cette opportunité qui est offerte au pays. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas au pays, vous le savez mieux que nous. Qu'est-ce qui se fait à votre niveau pour que ce projet de réunification soit une réussite ? Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord être disposé psychologiquement, moralement à l'unité. Et sauf que 2020 à la porte. Oui, nous avons toujours été favorables à cela. Depuis la crise, nous avons pris des initiatives et nous avons même mis en place un groupe de contact qui est dirigé par l'ancien ministre Christine Adjobi pour trouver des passerelles. Et ce groupe-là continue de travailler. Nous avons aussi sollicité d'autres leaders d'opinion, des leaders religieux, des leaders traditionnels, pour approcher, dans les années passées, pour approcher les camarades. Donc il y a eu plusieurs initiatives qui ont été menées. Et je pense que si la situation a évolué favorablement aujourd'hui, on peut aussi considérer que toutes ces initiatives ont eu un impact. Donc il faut continuer, parce qu'en définitive, il s'agit de changer les mentalités, de changer la perception des gens, d'apaiser les cœurs aussi, et de faire en sorte que ceux qui sont meurtris, ceux qui ont des griefs, sortent de la logique des griefs, qu'ils fassent aussi preuve un peu d'humilité pour qu'on puisse se retrouver. Donc nous continuons ce travail-là, et nous espérons. Mais vous savez, l'unité, c'est de part et d'autre. Nous faisons des pas, on espère que d'autres pas seront faits dans l'autre direction. Alors, d'autres pas se feront, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, 2020 est à la porte. Ce sera avec ou sans le FPI, et qui sera véritablement ce candidat? Parce que hier, nous avons jeté un coup d'œil dans la cour et nos regards ont aperçu une affiche sur laquelle nous avons lu Pascal Affi-N'Guessan, candidat en 2020. Oh, c'est tellement des militants qui nourrissent cette intention. C'est à votre honneur.
Évidemment, je ne peux pas le dire. Et puis, c'est pas surprenant, puisque j'ai été candidat en 2015. Je suis président du parti. C'est tout à fait logique que certains militants me voient candidat. Mais ce n'est pas leur seule opinion qui compte. C'est l'opinion de la majorité des militants à travers le Congrès. Ce sont des instances qui sont compétentes pour trancher ces problèmes-là. Et donc, le moment venu, nous irons à un Congrès et puis, en fonction de la réalité de ce moment-là, on décidera de celui qui doit nous représenter au Congrès. Quand je parle de réalité, je parle de la présence ou non du président Gbagbo en terre ivoirienne, de sa possibilité, de son intention ou non d'être candidat, de l'unité ou de l'absence d'unité avec les autres, parce que je considère que du côté de nos camarades, il y a certainement aussi des intentions de candidature, des ambitions qui sont là-bas. Donc, si ces conditions sont réunies, le Congrès décidera. Dans tous les cas, comme je l'ai indiqué à l'occasion de cette cérémonie, moi je suis candidat à la candidature. Je serai candidat devant les militants. Et s'ils considèrent que je peux représenter valablement le parti, avec leur concours, je représenterai le parti. S'ils considèrent que c'est quelqu'un d'autre, si le président Gbagbo est là et veut être candidat, bon, on se rangera tous autour de lui. Si c'est pas lui et que c'est une autre personne, moi je suis un militant et je suis un cadre et je suis discipliné. Et ce que le Congrès va décider, c'est ce que nous allons appliquer. Sur un autre angle, Monsieur le Président, vous l'avez dit vous-même, vous avez fait la prison plusieurs années. Et l'autre stratégie qui pèse sur le continent, c'est pouvoir mettre l'adversaire en prison et l'attaquer par voie juridique. Êtes-vous prêt, si aujourd'hui le Congrès vous désigne vis-à-vis des lois du pays, à briguer cette magistrature? Oui, moi, si j'ai été candidat en 2015, c'est parce que je suis éligible. Et depuis 2015, je n'ai pas été frappé par un événement qui m'ôte mon éligibilité. Donc, je suppose que je serai éligible et retenu parmi les candidats. Maintenant, si le pouvoir veut utiliser des arguments pour m'écarter, mais c'est le parti qui décidera s'il accepte que son candidat soit injustement écarté ou pas. Vous avez mentionné cela hier dans votre discours, une coalition en cours de formation pour aboutir à une sorte d'ouragan qui va balayer le danger, comme vous l'avez appelé, pour la République de la Côte d'Ivoire, parlant bien sûr du président Alassane Ouattara. Admettons que cette alliance électorale ait lieu avec les autres partis, le PDCI et autres. Qui sera le porte-flambeau, selon vous? Porte-flambeau en termes de porte-parole ou en termes de candidat? Dans tous les cas. Bon, ça ne me préoccupe pas particulièrement de savoir qui sera le porte-flambeau de la plateforme, puisque la plateforme, c'est pour engager des actions unitaires, pour qu'on ait des conditions électorales équilibrées, transparentes, riches. Que ce soit le président Bédié, que ce soit quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui est le plus important, puisqu'il ne s'agit pas de créer un parti. Chaque parti sera autonome, continuera de mener son travail sur le terrain, de promouvoir ses idées, de promouvoir ses hommes. Donc, c'est pas la plateforme qui va remplacer ces partis-là. Et chaque parti sera libre de présenter aux élections ses candidats. Donc, quel que soit celui qui va être choisi, comme vous le dites, porte-flambeau, nous serons avec la plateforme. C'est surtout la plateforme qui nous intéresse. C'est la mutualisation des moyens. C'est ça qui nous paraît essentiel. Voilà, ce n'est pas la figure ou le porte-parole, celui qui va s'adresser à l'opinion au nom de ce parti, parce que de toute façon les choix que les Ivoiriens vont faire ne se feront pas simplement parce que vous êtes porte-flambeau de la plateforme. Ces choix se feront par rapport au programme politique que vous allez proposer, par rapport à l'expérience de ceux qui vont être présentés, par rapport à l'histoire que ce parti-là qui présente un candidat a avec les Ivoiriens. Et donc pour nous c'est ça qui est essentiel. Maintenant, secondairement, pour régler un certain nombre de problèmes, nous nous mettons ensemble pour créer la synergie d'action. Donc voilà un peu notre approche des choses. Dans une interview accordée à nos confrères de Radio France Internationale RFI, le président Alassane Ouattara parle de la possibilité de sa candidature en 2020, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Comment avez-vous accueilli cette déclaration du président? Je l'ai dit au cours de la cérémonie que M. Alassane Ouattara n'est pas concerné par les élections de 2020. Il n'est pas concerné parce que la Constitution l'en empêche
Et s'il se réfère à la Constitution pour faire une telle déclaration, c'est qu'il fait une mauvaise analyse, Il avoir consulté des constitutionnels. Oui, mais ce sont de faux experts, ce sont des experts qui ne lui donnent pas la vraie interprétation de la Constitution. En Côte d'Ivoire, un citoyen ivoirien ne peut pas faire plus de 2 mandats. L'ancienne Constitution le dit, la nouvelle Constitution le dit. Il était à son 2e mandat au moment de l'adoption de cette Constitution. Il n'y a pas eu de nouvelles élections. Il a été élu en 2015, la Constitution a été changée en 2016, mais il a continué son mandat. Voilà, donc on est dans la continuité. Voilà, la continuité. À partir de ce moment-là, il finit son 2e mandat, il n'a plus d'autres mandats à attendre. Et lui-même l'a plusieurs fois déclaré qu'il ne sera pas candidat. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments aussi où il remet cela en cause, mais il faut qu'il soit conséquent, il n'est pas concerné, et nous allons faire en sorte qu'il ne soit pas candidat, parce que on ne peut pas accepter que M. Alassane Ouattara fasse ce qu'il veut au mépris des lois. Alors, admettons que le président Alassane Ouattara se porte candidat par la force des choses, quand on sait qu'en Afrique francophone, il est trop facile de manipuler les constitutions ou de les interpréter à sa guise. Pour son 3e mandat que vous contestez d'ailleurs, quelles seront les marges de manœuvre du FPI ou encore de la plateforme? La première chose, c'est d'abord de veiller à ce que les institutions qui vont organiser les élections soient des institutions crédibles. Et c'est pour cela que dans nos revendications, la réforme du Conseil constitutionnel est un point important. Voilà, puisque le Conseil constitutionnel est l'institution chargée d'analyser les candidatures à l'élection présidentielle. Il faut qu'on ait des hommes qui vont analyser ces candidatures, faire ce travail-là conformément au droit. Donc, si c'est le cas, et c'est ce que nous revendiquons, M. Alassane Ouattara sera bloqué à ce niveau-là. Sa candidature ne passera pas. Voilà. Maintenant, si c'est le cas, je pense que nous aurons réglé l'essentiel. Si nous avons confiance dans le Conseil constitutionnel, nous sommes persuadés que le Conseil constitutionnel ne peut pas autoriser M. Ouattara à être candidat. Il le sera seulement si, effectivement, nous perdons cette bataille. Voilà. Or, nous sommes en train de nous donner les moyens pour ne pas la perdre. Pour que les élections qui vont avoir lieu se fassent dans un cadre juridique et institutionnel incontestable et incontesté. Voilà. C'est-à-dire qui garantit l'application rigoureuse de la loi et qui inspire confiance à tous les acteurs. Donc, c'est vraiment, nous sommes là aujourd'hui. Tout ce qui est fait, c'est justement pour éviter qu'un citoyen ivoirien manipule les institutions pour opérer un passage en force pour se proclamer président de la République. Voilà. C'est ce combat-là qui est le premier combat et le combat le plus important, et c'est ce que nous avons engagé dans le cadre de cette plateforme en Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui cette contestation telle que vous l'expliquez est bien fondée, si nous savons que c'est le même Conseil constitutionnel qui a suivi de bout en bout le processus qui a permis l'élection de vous-même et de plusieurs autres de vos collègues dans les communes, au Parlement? Non, en tout cas les dernières élections locales, c'est pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas impliqué dans les élections locales. Voilà. C'est vrai que le Conseil constitutionnel est impliqué dans les élections législatives, mais les législatives, c'est pas la même chose que la présidentielle. Voilà. Donc, les législatives, il y a eu aussi des manipulations du côté du Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le même enjeu, c'est pas la même importance qu'une élection présidentielle. Et donc c'est pour cela que l'élection présidentielle est tellement importante, puisqu'il s'agit du chef de l'État, il s'agit de celui qui porte toutes les attentes du peuple de Côte d'Ivoire, celui qui incarne l'autorité suprême et qui représente le pays à l'extérieur, dont les actes ont une influence sur l'ensemble de la nation. Et donc, pour cela, il faut vraiment se donner les moyens pour que ce choix se fasse selon les standards internationaux et que la Côte d'Ivoire aussi soit regardée comme un pays démocratique. Je rappelle que nous sommes toujours dans notre émission Fenêtre sur l'Afrique qui tire donc ainsi vers sa fin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble être en difficulté. Les enseignants sont dans la rue, ce qui veut dire que les élèves sont dans les maisons ou encore dans les coins de rue. Dans les plantations, les populations sont en train de s'essouffler parce que tout est devenu difficile. Vous l'avez mentionné hier dans votre discours. Admettons que vous soyez porté à la tête du pays en 2020, ce serait une sorte de cadeau en patate assez chaude. Mais tous les présidents héritent d'une patate chaude, parce que si la patate n'était pas chaude, celui qui était en exercice
aurait été reconduit. Voilà. Quand les peuples décident de changer, c'est que ça va pas. Donc, le président qui arrive, il arrive toujours pour résoudre des problèmes. Donc, nous sommes préparés à cela. Parce que ces problèmes-là ne peuvent être résolus qu'à travers un programme, un projet de société et une expérience politique. Je pense que le Front populaire ivoirien est suffisamment armé. Et dans ce sens, nous avons une longue expérience politique, le parti de façon générale, les cadres de façon générale. Nous avons l'expérience de la gestion du gouvernement. Et nous connaissons la Côte d'Ivoire, nous la parcourons tous les jours, nous connaissons les problèmes auxquels nos parents sont confrontés. Nous savons aussi quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Et donc, nous n'appréhendons pas cette opportunité-là, cette situation-là, avec la peur au ventre. Nous avons les solutions pour guérir le pays et pour redonner confiance à notre peuple. Avant de vous laisser partir, Pascal Affi-N'Guessan, je rappelle que vous êtes le président du FPI. Aujourd'hui, la question qui ébranle toute l'Afrique francophone surtout est relative au franc CFA. Des manifestations ont eu lieu un peu partout, d'autres étouffées dans d'autres pays comme à côté au Togo. Aujourd'hui, quelle est votre position, vous, en tant que président de parti, face à cette question qui préoccupe tant le peuple africain, même si le président de la Côte d'Ivoire semble être adversaire à ce sujet? Bon, d'abord, je déplore la posture qu'Alassane Ouattara a prise sur cette question, parce que si cette question fait l'objet de débat, c'est que ce n'est pas une question inutile. Voilà. Et il ne faut pas repousser le problème du revers de la main. Mais de mon point de vue, le débat sur le franc CFA est dépassé. Le débat sur le franc CFA est dépassé dans la mesure où, à l'heure actuelle, la vision des Africains, que ce soit au niveau de l'Afrique occidentale ou même au niveau de l'Union africaine, c'est la monnaie unique. Nous sommes en train de préparer une monnaie unique pour la CEDEAO. Et au niveau de l'Afrique, on a inscrit cela comme un objectif stratégique. À partir de ce moment-là, il faut se concentrer sur la monnaie unique de la CEDEAO. Et puis, la question de CFA est résolue par conséquent. Non, je ne vois pas pourquoi on ressort ce débat sur le CFA. Le débat est dépassé. Et l'idée de la monnaie unique de la CEDEAO là, est très avancée. Des commissions ont travaillé, des échéances même ont été fixées. C'est vrai que certaines échéances n'ont pas été respectées. Mais à l'heure actuelle, il y a des échéances pour que cette monnaie voie le jour. Il y a quelques réticences au niveau de certains pays qu'il faut régler. Je crois que c'est à ce niveau. Donc, au lieu de poser le problème du CFA, il faut poser plutôt le problème de la monnaie unique de la CEDEAO. Et peut-être analyser là où il y a des résistances pour voir comment les leaders africains, les intellectuels qui se battent contre le CFA là, comment ils peuvent persuader ces dirigeants de lever ces entraves pour que nous puissions disposer d'une monnaie qui aura une réalité objective. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le problème. Et puis, une fois qu'on a cette monnaie unique, la CEDEAO, voir comment on peut maintenant envisager, peut-être au niveau des autres zones de l'Afrique, le rapprochement pour qu'à terme, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps, on puisse au niveau de l'ensemble du continent disposer, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe de l'Ouest, disposer d'une monnaie unique, à l'image de l'euro, qui va être vraiment un instrument pour booster l'économie africaine. Puisque avec une monnaie unique, nous n'aurons plus de barrières, nous aurons un marché commun, il n'y aura plus de barrières monétaires, etc., certainement douanières, tout ça démantelé, pour qu'on fasse de l'Afrique une grande zone économique qui peut, je dirais, lui permettre de rattraper son retard en termes de développement. Donc, moi, c'est comme ça que j'appréhende la question. Au lieu de se battre sur cette question de franc CFA, alors que, fondamentalement, cette question est dépassée, battons-nous plutôt pour la monnaie unique de la CEDEAO qui est en discussion actuellement au niveau de cette organisation. Je rappelle que vous restez à notre disposition pour certainement répondre à des questions des Ivoiriens qui nous ont suivis un peu de par le monde via cette émission. Monsieur le Président Pascal Affi-N'Guessan, quel sera votre mot de la fin, surtout à l'endroit des Ivoiriens
qui vous ont suivi et qui vont certainement tout à l'heure vous poser des questions pour avoir de plus d'explications autour des sujets que nous avons évoqués dans cet entretien. Le message que je voudrais adresser à mes compatriotes, c'est d'abord qu'ils sachent que l'avenir du pays se trouve entre nos mains et qu'il nous appartient et que c'est de nous que dépend la suite des événements, notamment le changement en 2020. Il ne faut pas qu'ils restent attentistes, passifs, soit à cause de ce qui s'est passé en 2010-2011, des traumatismes de 2010-2011, ou pour toute autre raison. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour penser les blessures, mais il y a un temps pour se remettre au travail. Il y a un temps pour reprendre la lutte. Et le moment pour reprendre la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, ce moment est arrivé. Lorsqu'on voit toutes les souffrances endurées par nos populations, lorsqu'on voit la faillite de l'école ivoirienne, lorsqu'on voit que les hôpitaux sont devenus des mouroirs, lorsqu'on voit la pauvreté qui envahit nos campagnes, nous disons qu'il est temps de se relever. Il est temps de mettre fin à cela. Lorsqu'on voit les violations graves des droits de l'homme, les emprisonnements massifs opérés par M. Alassane Ouattara, l'instrumentalisation de la justice, la confusion des pouvoirs, on se dit qu'on ne peut pas rester insensible. Donc je les appelle à se mobiliser. Nous avons entamé le combat pour un cadre juridique et institutionnel transparent. C'est fondamental. Il faut qu'ils restent à l'écoute, qu'ils soient à l'écoute des mots d'ordre que les leaders politiques de cette plateforme en constitution pourraient lancer à un moment ou à un autre, pour que nous nous battions ensemble. Parce que la victoire en 2020 commence par la mise en place d'un cadre juridique institutionnel transparent. Et que demain, lorsque les élections présidentielles vont se présenter, que tous se mobilisent, d'abord pour aller se faire enrôler et ensuite participer aux élections, parce que c'est à travers les élections que nous allons opérer démocratiquement le changement dans notre pays. Monsieur le Président de la formation politique Front Populaire Ivoirien FPI, merci pour votre disponibilité et merci aussi pour l'hospitalité. C'est moi qui vous remercie. Et vous êtes toujours le bienvenu en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons en 2020 pour vous suivre, et tout comme les autres aussi. C'était votre émission Fenêtre sur l'Afrique avec comme invité Pascal Affi-N'Guessan, président du Front Populaire Ivoirien. Avec notre invité, nous avons abordé les questions d'actualité relatives à la Côte d'Ivoire, parlant bien sûr des difficultés que traverse le FPI, les intentions de réunification et les actions sur le terrain, sans oublier bien sûr les difficultés autour donc de l'avenir du pays, parlant de l'échéance 2020, donc les élections présidentielles, avec la problématique candidature d'Alassane Ouattara contre, si on s'en tient aux explications de notre invité, les dispositions constitutionnelles. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Appelez-moi Rodrigue Aego. Je rappelle que tout à l'heure, vous aurez l'occasion de poser des questions si vous en voulez, donc à notre invité qui reste à notre disposition dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci donc, à tout à l'heure. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.